Vous êtes encore là? Parce que ça fait genre 4 ans qu'il se passe plus rien sur cette chaîne. Je pensais que mon algorithme m'avait oublié, que vous aviez tous fui sur TikTok ou vers un compte Mastodon. Bon bah, puisque vous êtes là, on y va, hein? I wanted to save the world. I would say nice to meet you, but I don't believe in time as a concept, so I'll just say we always met. Now I'm awake to the world. I was asleep before. Why the fuck are you wearing a pair of deck shoes, man? Oh, yeah, no. Well, my credit card got maxed out. And it's exhausting! I'm exhausted! Hey, okay. Hey, Jesus. You know, Rupert, guys have underestimated me my entire life. And for years, I never understood why. It used to really bother me. I mean, I was actually, I really want to get a job. No, why would you do that? That. Yep. You know what I'm in the mood for? What? Shitty puns. Oh. Et en plus, c'est pas n'importe quel jour. Cette année, le Sérigraphe fête ses 10 ans. 10 ans de séries, d'articles, de lives, de débats passionnés sur la meilleure saison de The Leftovers. Spoiler, c'est la 2. Et même une chaîne YouTube un peu abandonnée, certes, mais toujours là, comme moi. Et pour marquer le coup, j'avais envie de revenir en vidéo sur une décennie qui a tout changé. Parce que franchement, la télé a plus évolué en 10 ans que durant tout le XXe siècle. De Netflix à la grève des scénaristes, de l'âge d'or des mini-séries à la chute de Salto, on a tout vu, ou presque. Alors aujourd'hui, on rembobine. 10 ans de séries, 10 révolutions TV. Un événement marquant par an depuis 2015. C'est clair, c'est net et ça fait pas mal de drama. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise et quelques nouveautés à vous annoncer pour la suite du Sérigraphe. Oui, ça repart, et cette fois, promis, pas dans 4 ans. Ah, 2015. Les Mignons cartonnent au cinéma, Louane gagne 12 victoires de la musique, et la télé française ne sait pas encore qu'elle va se prendre une énorme claque dans la gueule. Cette claque, elle s'appelle Netflix. Netflix lance officiellement sa plateforme en France le 15 septembre 2014. Mais soyons honnêtes, au début tout le monde se demande un peu ce que c'est que ce truc américain. Les offres sont limitées, le catalogue aussi, et Canal+ ricane encore dans son coin, en mode nous, on a engrenage, on a bref, ça va aller quoi. Mais très vite les choses changent. Dès 2015, le grand public commence à comprendre que Netflix, c'est pas juste un nouveau vidéoclub. Avant, on regardait les séries à la télé, point, avec des pubs, un épisode par semaine. Le jeudi soir à 20h50, après son poulet frites. Avec Netflix, on découvre un truc incroyable. On peut regarder ce qu'on veut, quand on veut, et surtout, tout de suite. C'est le début du binge-watching de masse. Et ça, c'est pas juste une révolution technique, c'est un changement culturel. On ne consomme plus les séries comme des programmes télé, on les consomme comme des playlists Spotify. Hop, une saison de Daredevil en un week-end. Hop, House of Cards entre 2 insomnies. Hop, Orange is the New Black comme un shot de caféine. Canal+, TF1, M6, tous les acteurs français voient arriver le tsunami. Canal Play, qui était un précurseur avec une offre de SVOD depuis 2011, oui, avant Netflix, il voit son nombre d'abonnés fondre comme un pot de glace devant un marathon de Stranger Things. La chronologie des médias, ultra rigide en France, empêche Netflix de proposer les films récents. Eh ben pas grave, Netflix double la mise sur les séries avec des contenus originaux en pagaille. Et au passage, la plateforme commence aussi à s'intéresser aux productions locales. Spoiler, ce sera important pour les années suivantes. 2015, c'est pas juste l'année où on a installé Netflix, c'est l'année où on a changé de posture. On n'est plus passif devant un programme, on devient acteur de sa propre programmation.
On commence à parler de cord cutting, cette tendance venue des États-Unis où les abonnés résilient leur forfait télé pour ne garder que les services à la demande. Et même si en France on est moins radicaux, la tendance est déjà là. La télé linéaire décline, la SVOD monte en flèche. D'ailleurs, à la fin de l'année 2015, on compte déjà plus de 750 000 abonnés français à Netflix. Bref, en 2015, on ne le sait pas encore, mais on a basculé dans un nouvel âge de la télé. Celui du streaming, de l'algorithme, de la liberté totale et de l'embarras du choix. Netflix a mis un bon coup de pied dans la grille des programmes et plus rien ne sera jamais comme avant. 2016, c'est l'année où on a compris un truc fondamental. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et parfois, au bout de 6 épisodes, c'est encore mieux. Petit rappel pour les néophytes, une mini-série, c'est une série courte, bouclée en une saison. Généralement entre 3 et 10 épisodes, avec un début, un milieu, et attention, une fin, oui, bravo. Oui, une vraie fin, pas une annulation sauvage sur un cliffhanger insoutenable. Coucou Ziohei, on s'en souvient. Alors oui, les mini-séries existaient bien avant 2016. Il y a Angels in America en 2003, Carlos en 2010, mais en 2016, le phénomène explose à l'international. Cette année-là, 3 bombes atterrissent coup sur coup. The Night Of sur HBO, une enquête poisseuse, new-yorkaise, ultra maîtrisée avec Riz Ahmed en révélation. The People vs O.J. Simpson sur FX, la première saison d'American Crime Story, qui fait revivre un procès médiatique comme une série judiciaire haletante. Et The Young Pope de Paolo Sorrentino, Jude Law en pape rockstar. Oui, ça existe et c'est sublime. Et là, les plateformes se disent « Attends, c'est court, c'est fort, ça attire les grands noms, et c'est rentable, mais let's go en fait !» Les mini-séries cochent toutes les cases du moment. Pas d'engagement à long terme pour les spectateurs pressés, pas besoin de renouveler une saison qui cartonne, coucou Netflix, du storytelling plus dense sans remplissage ni épisode filler, et des stars du cinéma qui viennent s'amuser sur le petit écran parce qu'on leur promet pas 8 saisons, juste 2 mois de tournage et un Emmy à la clé. Pendant que les mini-séries montent, la série feuilleton à rallonge, elle commence à fatiguer. Fini les 22 épisodes par saison façon Grey's Anatomy. Place à l'efficacité. Même les networks commencent à raccourcir la sauce. Et côté France, on s'y met aussi. En 2016, le Bureau des légendes cartonne avec 10 épisodes par saison et 10% s'impose avec un format resserré haut de gamme. Le format mini-série devient un label de qualité. Un peu comme quand tu dis documentaire Arte. Ça sent la légitimité. Même quand tu t'endors au bout de 20 minutes. Et dans un monde saturé de contenu où l'attention est devenue une monnaie rare, ce format court mais dense, c'est pile ce qu'il fallait. Bref, en 2016, la mini-série devient reine. Moins mais mieux. Une tendance qui va s'installer durablement et qu'on verra encore plus fort dans les années à venir. Spoiler, les British faisaient ça depuis des décennies, mais bon, comme souvent, on s'en rend compte après coup. 2017, l'année où on s'est dit stop, il y a trop de séries. Et aussi, attends, je regarde encore un épisode et je vais me coucher. Sauf que tu vas pas te coucher. Le terme Peak TV, c'est pas juste une expression stylée inventée par un journaliste en manque d'anglicisme. C'est une vraie notion née dans les bureaux de FX Networks. C'est John Landgraf, le boss de la chaîne, qui déclare dès 2015 que la production de séries US est en train d'exploser et que bientôt on sera dans une forme de bulle. Bref, en 2017, on vit en plein dans la Peak TV, le pic de production. On n'a jamais vu autant de séries diffusées. Et surtout, on n'a plus aucune idée de quoi regarder. Netflix continue d'arroser avec des dizaines de nouveautés par mois. Amazon Prime Video commence à muscler son jeu avec The Man in the High Castle et Transparent par exemple. Hulu cartonne avec The Handmaid's Tale qui devient la série de l'année. Et du côté des chaînes traditionnelles, elles paniquent. Donc elles produisent plus. Résultat, tout le monde produit, partout, tout le temps. Même Facebook et Apple s'y mettent. Oui, Facebook a lancé une série en 2017. Personne ne s'en souvient. C'est pas très grave. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à force de produire dans tous les sens, le public commence à saturer. Tu finis une série et on te dit déjà que t'es en retard sur 3 autres. T'as même plus le temps de binge-watcher tranquillement, tu fais du zapping de séries comme un trader sous Red Bull. Et surtout, tout le monde ne regarde plus les mêmes séries. On est passé d'un imaginaire collectif, avec Lost, Desperate Housewives, à une infinité de niches. Et ça, c'est aussi une révolution. En 2017, regarder une série devient une décision stratégique. Tu dois choisir où tu mets ton temps, ton cerveau, ton énergie.
Chaque plateforme te pousse ses contenus avec ses algorithmes. C'est la guerre froide du streaming. Et dans cette guerre, le spectateur, c'est à la fois la cible et la victime collatérale. La Peak TV, ça change notre rapport aux séries. On ne regarde plus tout, on choisit. On hiérarchise, on abandonne aussi plus vite et plus souvent. Et mine de rien, ça modifie aussi la façon dont les séries sont conçues. Elles doivent accrocher dès le pilote, faire le buzz, être bingeables, instagrammables, buzzfeedables, tiktokables. Tous les hables que vous trouverez. Bref, en 2017, on est monté tout en haut de la montagne de séries. Et comme dans tout bon film catastrophe, la suite, c'est la redescente. Mais on n'y est pas encore. Spoiler, ça va continuer de grimper un moment. 2018, pendant que Netflix envahit nos soirées, que Prime Video muscle ses abdos, une question commence à sérieusement trotter dans toutes les têtes du PAF. Et si on faisait notre propre Netflix ? Petit flashback, en 2014, Netflix débarque en France. En 2016, il commence à cartonner. Et en 2018, il a déjà atteint plus de 3 millions d'abonnés rien qu'ici. Et là, c'est l'alerte rouge chez les acteurs historiques. Canal+, TF1, France Télévisions, M6, tout le monde comprend qu'ils sont en train de perdre la bataille de la modernité et de la jeunesse. Du coup, les chaînes décident de contre-attaquer. L'idée, créer une plateforme de SVOD 100% française financée par les grands groupes audiovisuels. Un Netflix bleu-blanc-rouge. Et en 2018, cette idée prend forme sous le nom de Salto. Notre histoire à nous, elle ne fait que commencer. Salto, on a tout à voir avec vous. Bon, Salto ne verra le jour qu'en 2020. Et on sait comment ça s'est fini. Mais à l'époque, c'était ambitieux. On voulait concurrencer Netflix avec Plus belle la vie et Camping Paradis. Voilà. En 2018, on assiste aussi à un truc intéressant. Canal+ lance une offensive plus agressive sur la SVOD avec Canal+ Série. Orange renforce son catalogue VOD, France Télévisions développe France TV / et Arte affine son offre de replay et de documentaires en ligne. C'est un peu le Far West du streaming, chacun veut son petit morceau de spectateur. Mais avec une différence majeure par rapport à Netflix, le public est habitué à la gratuité des chaînes historiques. Et donc, il n'est pas forcément prêt à payer pour du replay ou du contenu à la française. France TV / par exemple, c'est clairement un pari sur les 15-25 ans. Des formats plus courts, des thématiques engagées, une vraie volonté de parler de société, et devinez quoi ? Eh ben ça marche. En 2018, on découvre Scam France, un remake malin et hyper interactif d'un format norvégien. C'est pensé pour le web, diffusé en séquence sur Instagram et YouTube, et ça devient rapidement culte pour toute une génération. Lucas, j'ai fait de la merde. T'es sûr que ça va au lycée? Tu peux tout me dire, hein, tu sais. Et là, les chaînes comprennent que pour séduire à nouveau, il va falloir réinventer la façon de raconter. Et surtout, où on raconte. 2018, c'est l'année où les chaînes historiques réalisent qu'elles doivent entrer dans le jeu de la SVOD. Mais qu'il va falloir trouver leur propre style. Pas juste copier Netflix, mais faire du streaming à la française. Spoiler, on va galérer, mais on va apprendre. Bref, en 2018, la France se réveille, les chaînes se mettent au streaming. Pas toujours avec les bons moyens, ni les bonnes intuitions, mais avec une vraie prise de conscience. La guerre des plateformes ne fait que commencer. Et le public, lui, commence à picorer partout. Sur Netflix, sur YouTube, sur Insta, l'avenir de la télé, il est déjà en train de muter. « 2019, tu te souviens quand tu disais « Trop bien, il y a plein de séries maintenant ?» Ben voilà, t'as bingé, t'as enchaîné, et maintenant t'es crevé. Bienvenue dans la fatigue du binge. Depuis l'arrivée de Netflix, on nous a vendu le rêve du tout de suite. Les saisons entières d'un coup, l'abondance, le buffet à volonté de la fiction. Mais en 2019, on commence à se dire que trop, bah c'est trop. Trop de choix, trop d'épisodes, trop de saisons qui se ressemblent, trop de temps passé à scroller sans rien lancer. Résultat, bah t'as 5 abonnements, 800 séries dans ta liste, mais t'as lancé un rewatch de The Office parce que ton cerveau voulait juste du réconfort. 2019, c'est aussi l'année où les algorithmes prennent vraiment les commandes. Et là, ça devient chaud. Tu ouvres Netflix, t'as même plus besoin de cliquer. Ça lance un trailer, ça te suggère des trucs. Parfois tu regardes une série sans trop savoir pourquoi. Et bim, t'as regardé Sex Education en une nuit. C'est l'effet Netflix. Un design ultra optimisé, une UX calibrée pour que tu ne décroches jamais. On n'est plus dans le divertissement, on est dans la captation d'attention.
Et ce qui compte pour les plateformes, que tu restes. Peu importe ce que tu regardes, tant que tu restes. Et ça se sent. En 2019, de plus en plus de spectateurs déclarent décrocher. L'anxiété du choix devient un vrai sujet. Des médias parlent pour la première fois de binge fatigue. T'as regardé 3 saisons d'un truc en 48 heures, mais tu t'en souviens à peine. T'as cliqué parce que c'était là. T'as pas vécu une série, t'as juste passé le temps. Et ça aussi c'est nouveau. La série devient un flux, un produit à consommer plus qu'une œuvre à savourer. Et ça influence les séries elles-mêmes. Les intrigues sont de plus en plus découpées en mini-arcs pour faire rester les gens. Un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Premier épisode ultra efficace, visuellement fort, avec un petit mystère. C'est le règne de la série hameçon. Et au passage, on perd un peu le goût des séries lentes, de celles qui prennent leur temps. Tu veux te poser devant Rectify ou Olive Kitteridge ? Eh ben bon courage, parce que t'es déjà en train de chercher un truc plus dynamique. En 2019, le binge devient presque un automatisme, une habitude plus qu'un choix. Mais les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont fatigués, que ça commence à ressembler à un job à plein temps. Et petit à petit, un autre réflexe se refait surface. Le désir de ralentir, de regarder un épisode par semaine, de retrouver un rythme, bref, de résister à l'algorithme. En 2019, on a atteint un point de bascule. On adore les séries, mais elles nous bouffent. On a trop à voir et plus assez d'attention pour tout digérer. Et pour la première fois depuis longtemps, certaines plateformes vont se dire « Et si on revenait à la diffusion hebdomadaire ?» Oui, le binge n'est pas mort, mais la lune de miel, elle est clairement terminée. « 2020, l'année où le monde s'est arrêté. On s'est tous retrouvés chez nous, en jogging, à faire du lever canapé couché. Et heureusement, il y avait les séries. Quand la France se confine en mars, on a beau stocker des coquillettes, c'est Netflix qu'on dévalise en premier. En avril 2020, il gagne 15,7 millions d'abonnés dans le monde en un seul trimestre. Du jamais vu. On binge La Casa de Papel, Tiger King, Unorthodox, The Last Dance et surtout, on regarde ensemble. Le streaming devient un moment collectif, un peu comme les grandes messes du prime time, mais à l'échelle du monde. Et pour les plateformes, c'est open bar. Disney+ arrive pile à ce moment-là et atteint les 50 millions d'abonnés en moins de 6 mois. Prime Video explose, MyCanal double ses audiences, même Arte se retrouve dans le top tendance. Pendant que les audiences flambent, les plateaux, eux, s'éteignent. Tout s'arrête. Tournage, post-prod, festival, projection presse, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'Hollywood est à l'arrêt total. Des séries comme Stranger Things, Euphoria, The Witcher ou The Crown voient leur production décalée de plusieurs mois. Et les chaînes paniquent. Qu'est-ce qu'on va diffuser en septembre ? Résultat, on programme des rediffusions, on déterre des vieilles séries, on mise sur les documentaires et les talk shows en visio depuis le salon des animateurs. L'improvisation est totale. Hi guys, this is Jimmy Fallon and this is the Tonight Show Home Edition, I guess you can call it. We really don't know what this is. Hey everybody! Hi! Welcome to my bathroom. I'm your host, Stephen Colbert. You're watching a very special social distancing edition of The Late Show, or as I now call it, The Lather Show, with Scrub and Colbert. Mais certaines boîtes sont hyper réactives. Les K-dramas continuent à produire, les animés japonais se mettent au télétravail et le Canada devient le nouveau paradis du tournage post-Covid. Et surprise, en France, la télé classique reprend du terrain. Le 20h de TF1 devient un repère, France 2 cartonne avec Un si grand soleil, on regarde la météo comme si notre vie sociale en dépendait. En même temps, c'était le cas. La télé de papa revient, mais avec un twist. Elle est complétée par le streaming, les replays, les applis. C'est plus une opposition, c'est un système hybride qui se met en place. Et surtout, le confinement change notre rapport aux séries. Elles ne sont plus juste un divertissement, elles deviennent un refuge. On redécouvre les séries lentes, comme Normal People, Little Fires Everywhere, les comédies douces, comme The Good Place, et les formats feel good, comme Ted Lasso. Et pour beaucoup de gens, c'est le moment où ils tombent vraiment amoureux des séries. Un public plus large, plus varié, plus curieux, qui rentre dans la danse.
2020 marque une vraie rupture. Les séries ne sont plus un loisir du soir, c'est notre vie sociale, notre soupape, notre lien au monde. Et les plateformes comprennent ça très vite. Elles vont investir encore plus, diversifier les formats, proposer du contenu local, plus proche, plus intime, et surtout miser sur des séries à haute valeur émotionnelle. Bref, 2020 c'est le paradoxe total. On n'a jamais autant regardé de séries alors qu'il n'y en avait presque plus de nouvelles. Mais cette pause forcée a tout changé, dans notre manière de regarder, dans ce qu'on attend des séries et dans ce que les plateformes veulent nous proposer. Et ça va poser les bases d'un tout nouveau paysage sériel, un paysage encore plus foisonnant, mais aussi plus incertain. « 2021. Il y a quelques années, t'avais 6 chaînes, un câble et basta. Aujourd'hui, t'as plus de plateformes que de jours dans le mois, et devine quoi ? Elles veulent toutes que tu regardes seulement elles. En 2021, on entre de plein pied dans ce que les analystes appellent la plateformisation de la télévision. Après Netflix, Prime Video et Disney+, arrive HBO Max, déjà lancé aux US fin 2020 mais en pleine montée en puissance, Paramount+, Discovery+, Apple TV+, qui commence à muscler son jeu, et en France, Salto essaie encore d'exister. Salto, on a tout à voir avec vous. Chacun veut créer son propre écosystème. Fini les licences partagées, Disney retire ses films de Netflix, Warner garde ses séries pour HBO Max, bref, chacun rentre chez soi avec ses billes. Et pour que tu choisisses leur service, les plateformes déclenchent la guerre des exclusivités. Ça produit à tout va, des milliards sont injectés dans la fiction, le moindre projet prestige est arraché à coups d'enchère. Résultat, en 2021, on dépasse les 500 séries originales diffusées aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Peak TV, version de luxe. Mais dans ce trop-plein, beaucoup de séries disparaissent dans le flux. Tu te souviens de Lazy Story ? De Mosquito Coast ? Non ? C'est normal, même Apple s'en souvient à peine. Et nous, spectateurs ? Eh ben on commence à saturer. Encore. On ne sait plus où regarder quoi. Les recommandations s'éparpillent. Tu veux voir The Handmaid's Tale ? Ah non, c'est plus sur Prime, c'est sur OCS. Enfin non, enfin si, enfin c'est le bordel quoi. Le coût total de tous ces abonnements devient un vrai sujet. Aux États-Unis, une étude de Deloitte montre que 46% des abonnés trouvent qu'ils paient trop cher pour leur service de streaming. Et en France, beaucoup découvrent le partage de mots de passe familial. Petit hack de 2021, t'as un abonnement Netflix via ton ex, Prime via ton cousin et Disney+ offert par ta box internet. Voilà, c'est la team débrouille. En parallèle, des signaux faibles apparaissent. Netflix perd pour la première fois des parts de marché aux États-Unis, certains abonnés commencent à résilier ou à alterner les abonnements, et la concurrence devient si féroce que le coût d'acquisition d'un abonné explose. Et surtout, personne ne gagne d'argent. À part Netflix, toutes les plateformes sont déficitaires en 2021. Mais l'idée, c'est d'être là le jour où les autres tomberont. C'est le jeu des chaises musicales, sauf que tout le monde est en train de courir et que les chaises sont en feu. 2021, c'est l'année où l'âge d'or des séries commence à ressembler à une jungle. Il y a de tout le temps, partout. Et personne ne sait vraiment comment s'y retrouver. Mais c'est aussi l'année où les plateformes montrent leur vrai visage. Ce ne sont plus des utopies culturelles, ce sont des machines de guerre. Et la guerre, elle ne fait que commencer. « 2022. TF1 et M6 veulent se marier. » Oui, ces deux chaînes qui étaient en concurrence pour nous faire deviner les paroles depuis 20 ans. Mais spoiler, la cérémonie est annulée. Et pas à cause d'un oncle bourré. Mai 2021, coup de théâtre, les groupes TF1 et M6 annoncent leur intention de fusionner. Une seule maison, un seul groupe, une super chaîne pour concurrencer les géants du streaming. L'idée, c'est simple, sur le papier. Mutualiser les moyens, dominer la pub télé, renforcer la production locale et résister à l'offensive de Netflix et compagnie. Et franchement, vu le contexte, c'est logique. Pourquoi ce projet arrive maintenant ? Eh bien parce que la télé gratuite est clairement en danger. Entre 2015 et 2022, le temps passé devant les chaînes historiques a fondu, surtout chez les jeunes. Pendant ce temps, les plateformes grignotent chaque jour un peu plus de parts de marché. La télé linéaire voit bien que le modèle est en train de se fissurer. Les recettes publicitaires s'effritent, l'audience se fragmente et en plus, les géants du numérique comme YouTube, Meta et TikTok captent une grosse partie des budgets publicitaires. Donc cette fusion, c'est aussi une tentative de survie. Mais la fusion est bloquée. Le problème, c'est que pour fusionner deux mastodontes comme TF1 et M6, il faut demander la permission à l'autorité de la concurrence. Et là, c'est le drame.
L'autorité dit « Si on valide ça, le nouveau groupe va contrôler plus de 70% du marché publicitaire télévisé. En gros, trop puissant, trop risqué pour la concurrence. » Résultat, septembre 2022, la fusion est officiellement abandonnée. Retour à la case départ. Et comme dans tout bon mariage raté, les deux ex essaient de dire que tout va bien et qu'ils sont restés amis. Mais on sent que l'ambiance est tendue. Cette histoire met en lumière un truc essentiel. La télé traditionnelle n'a plus les armes seules pour se battre à l'échelle mondiale. Le modèle français, avec ses obligations de diffusion, sa régulation stricte et ses revenus dépendants de la pub, est face à des plateformes qui ont des milliards, aucune limite géographique et des datas ultra précises. Du coup, les acteurs français se cherchent. Salto tente encore de survivre, France Télévisions accélère sur le numérique et TF1 essaie des formats de plus en plus proches du web, avec Hello ou Scam France. 2022, c'est l'année où la télé française a tenté de jouer la carte de l'union sacrée. Mais c'est aussi l'année où elle a compris que l'avenir, ça ne se joue plus à deux, mais contre des centaines d'acteurs sur tous les écrans. La fusion TF1-M6 n'a pas eu lieu, mais la prise de conscience, elle, est bien réelle. Il va falloir se réinventer, ou se faire avaler. « 2023. Pour la première fois depuis 1960, les scénaristes et les acteurs d'Hollywood sont en grève en même temps. Résultat, t'as plus de talk-show, plus de tournage, plus de tapis rouge, même les Emmy Awards sont reportés. Une année sans paillettes, mais pas sans raison. Tout commence en mai 2023. Le syndicat des scénaristes américains, la WGA, se met en grève. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, écrire une série, ça ne paie plus. Avec l'arrivée des plateformes, les règles du jeu ont changé. Les saisons sont plus courtes, 8 épisodes au lieu de 22. Les droits résiduels sont quasi inexistants, puisqu'il n'y a plus de rediffusion à la télé. Et les mini-rooms payent mal et épuisent les auteurs. Bref, les scénaristes bossent plus pour gagner moins, sans aucune garantie de stabilité, et face aux studios, ils disent « that's enough ». En juillet, le syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA, entre à son tour en grève. Et là, ça devient historique. Deux des plus gros syndicats du cinéma et de la télé unis contre les studios, du jamais vu depuis plus de 60 ans. Leurs revendications, une meilleure rémunération sur les plateformes, des garanties contre l'usage de l'IA, genre t'envisages de scanner pour jouer dans 20 saisons de suite sans être payé, et une transparence sur les audiences des séries que les plateformes gardent secrètes comme la recette du coca. C'est pas juste une grève de riches à Hollywood, c'est une bataille sur la valeur du travail créatif à l'ère du numérique. Conséquence immédiate, tout est à l'arrêt. Les talk shows tombent en premier, les tournages sont stoppés net, y compris pour des mastodontes comme Stranger Things, The Last of Us saison 2 ou House of the Dragon, sauf que eux ils tournent en Europe, plus malin. Même les blockbusters cinéma sont repoussés. Et côté promo, nada. Pas de stars sur les tapis rouges. Zendaya a dû attendre pour parler de Dune 2. C'est dire si c'était sérieux. La grève a duré 148 jours pour les scénaristes, de mai à septembre, et 118 jours pour les acteurs, de juillet à novembre. C'est la grève la plus longue de l'histoire de la WGA, et l'une des plus symboliques de la décennie. Les syndicats ont fini par obtenir des victoires importantes, des hausses de salaire, des compensations plus justes pour le streaming, et un encadrement de l'IA dans l'écriture et la performance numérique. Mais ce mouvement a surtout révélé la tension profonde entre la technologie et le monde artistique. Entre des studios qui misent sur l'algorithme et des créateurs qui demandent à être respectés. On sort de là avec une industrie transformée, plus prudente et peut-être un peu plus humaine. Bon, faut pas rêver non plus, mais au moins c'est un début. 2023, c'est l'année où les plumes se sont levées et les voix ont cessé de jouer. Une pause mondiale dans le grand cirque des séries pour rappeler un truc tout simple. Sans scénariste, sans acteur, y a pas de fiction. Et toi, pendant ce temps, tu te refaisais Breaking Bad pour la 4e fois. C'est bien aussi. « 2024, l'année où on enterre Salto. Oui, Salto, la fameuse plateforme française qu'on a tous oubliée, sauf quand on voulait rattraper un si grand soleil sans pub. Elle est partie comme elle est venue, dans l'indifférence générale. Flashback, Salto s'est lancé en octobre 2020 en pleine pandémie. L'ambition, créer une plateforme de streaming française lancée par TF1, France Télé et M6 pour faire front commun contre Netflix. Sur le papier, ça avait du sens, unifier les programmes du service public et du privé, valoriser la création locale et proposer un modèle éthique made in France. Mais très vite, ça coince. Le catalogue est peu clair, souvent redondant avec les replays gratuits, l'interface est datée et on a peu de contenu exclusif fort, à part Germinal, mais même là, bof quoi.
et une gouvernance partagée entre les 3 groupes qui freinent toutes les décisions. Résultat, seulement 800 000 abonnés, des pertes financières et un abonnement à 7 € qu'aucun ado ne veut payer pendant que son cousin a Netflix, Disney+, Prime et un VPN pour HBO. Début 2023, c'est le clap de fin. Salto est retiré des écrans, un projet mort-né qui a surtout montré que s'unir sur le papier ne suffit pas face aux géants mondiaux. En parallèle, 2024 marque l'essor des plateformes locales, mais sur un autre modèle, celui de la spécialisation. Arte.tv cartonne avec ses documentaires, ses séries européennes, ses formats web innovants. De son côté, Brutix s'oriente vers le documentaire engagé. France TV se transforme peu à peu en un vrai hub de replay et de création originale. Et même TF1+ et M6+ se repositionnent. On voit apparaître des logiques de niche avec une vraie éditorialisation. L'idée, ne pas faire le Netflix français, mais faire autre chose. Et ça commence à marcher, surtout parce que la France a un atout majeur, sa production locale. Et là, surprise, l'État se réveille. Car si les plateformes étrangères dominent, elles ne remplissent pas toujours leurs obligations d'investissement dans la création française. Du coup, 2024, c'est aussi le retour des politiques culturelles costaudes. Renforcement de la régulation via le CSA, devenu l'Arcom, taxes sur les plateformes étrangères pour financer la création locale, boost des aides du CNC et même des discussions sur une nouvelle plateforme publique mutualisée. L'État veut reprendre la main sur ce qui se joue sur les écrans. Et pour une fois, ce n'est pas juste un vœu pieux. 2024, c'est la fin d'un mirage, Salto, mais aussi le début d'un vrai repositionnement. La SVOD française comprend enfin qu'il vaut mieux être différent qu'imitateur. Et l'État, lui, semble avoir compris que l'écran, c'est aussi un champ de bataille culturel. Reste à voir si on peut gagner cette guerre sans aligner autant de zéros que les autres. « 2025, on a fait le tour de Netflix, Prime, Disney+, et compagnie. On sait tous que l'abondance ne fait plus illusion, et pendant que les plateformes font du tri dans leur catalogue, les publics, eux, regardent ailleurs. Twitch, TikTok, Discord, les récits migrent, mutent, s'hybrident. Et si l'avenir des séries, c'était pas des séries ? C'est un fait, en 2025, la fatigue des plateformes est bien réelle. Les abonnements sont trop nombreux, les offres sont peu lisibles, les séries sont annulées sans fin et ça gonfle, et la guerre du binge-watching qui lasse plus qu'elle ne captive. Le modèle qu'on a connu depuis 10 ans est à bout de souffle, et pourtant on n'a jamais autant consommé d'histoires, et pas forcément au même endroit. Aujourd'hui, l'action se passe ailleurs. Sur Twitch, on suit des parties de jeux de rôle comme des feuilletons en direct, comme Critical Role ou La Bonne Auberge chez nous. Sur TikTok, les formats courts inventent de vraies micro-séries virales. Et sur Discord, on commente, on coécrit, on joue même des rôles dans des fictions communautaires. C'est le retour du live, du collectif, de l'impro, avec un public acteur autant que spectateur. C'est la série comme expérience. Les frontières entre fiction et réalité deviennent floues. On suit des ARG, des jeux narratifs alternatifs, des séries interactives, on vote pour la suite d'un épisode en direct, comme si on avait fusionné la télé, le jeu vidéo, le théâtre et le chat groupé. Et pour beaucoup de jeunes créateurs, ces nouveaux formats ne sont plus un plan B, c'est le plan A. On est peut-être à l'aube d'un nouvel âge narratif, un âge où les plateformes sont des options, pas des passages obligés, où une série peut naître d'un stream, se prolonger en audio sur Spotify et se terminer en live dans une convention. Ça ne veut pas dire que la fiction classique est morte, mais elle n'est plus seule. Et c'est une sacrée bonne nouvelle. Bon, maintenant que vous êtes devenus experts en révolution télévisuelle, on va se projeter un peu. Parce que ces 10 dernières années ont été dingues, imaginez un peu les 10 prochaines. Et pour ça, j'ai demandé à mes camarades de jeu du podcast Culture Club Sandwich de sortir leur boule de cristal, leur carte astro ou juste leur imagination, et je leur ai demandé à quoi ressembleront les séries en 2035. Est-ce qu'on les regardera avec un casque neural ? Est-ce qu'elles seront écrites par IA ? Ou est-ce qu'on aura juste redonné sa chance à Plus belle la vie pour la 8e fois ? Bref, voici leurs réponses et vous allez voir, c'est inspirant et un peu déprimant parfois. En fait, j'ai pas une très bonne vision. Je pense que se projeter dans 10 ans, vu l'état général de la production en 2025 et vu les tendances actuelles, est pas forcément de nature très très encourageante, notamment parce qu'il y a une énorme crise de la production, il y a une énorme crise créative où il y a pas mal de recyclage de genre, il y a pas mal de variations et de dérivations en fait autour souvent des mêmes thèmes.
dans 10 ans. J'ai l'impression que plus ça avance, moins les séries me parlent dans la façon dont elles sont créées. Et même mon chien n'est pas d'accord. Je pense que les 10 ans à venir vont vraiment consolider les coproductions internationales, tout simplement parce que va y avoir beaucoup de diffuseurs qui vont avoir une vraie crise dans les revenus, les diffuseurs notamment traditionnels, qu'ils soient publics ou privés. Et je pense qu'ils vont être de moins en moins à même de produire leur propre fiction de manière pérenne et de manière annuelle, comme ils le font annuellement, à moins de réduire à peau de chagrin les budgets de chaque série. Et donc dans ce cas-là, on n'a plus qu'à tourner face à 2 décors avec 3 caméras et c'est tout. Je pense aussi que les plateformes vont aussi réduire leur production à peau de chagrin, et il va y avoir énormément de recyclage à l'infini des mêmes choses qui sont connues de tout un chacun. Je pense aussi que les diffuseurs traditionnels et les plateformes vont être doublés soit par YouTube et TikTok, soit par les évolutions des plateformes, les évolutions naturelles ou moins naturelles de ces plateformes. Les scénaristes et les showrunners doivent déjà composer avec l'intelligence artificielle. Je suis foncièrement convaincue que là, on va rentrer vraiment dans des ères de création vraiment avec de l'IA générative. On le voit déjà sur les réseaux sociaux, des mini-séries qui se créent avec des synthèses vocales doublées avec des fausses voix, animées en temps réel. C'est assez ouf. Je suis sûre que ça, couplé à la demande de personnalisation on va dire extrême et l'interaction extrême va potentiellement nous diriger vers des formats à la demande, en fait, de contenu à la demande, c'est-à-dire un spin-off de ta série à la demande, un épisode raccourci à la demande, et vraiment d'avoir directement des contenus qui sont adaptés à ton style, à ta langue, à ton rythme aussi, voilà, tout ça grâce aux données des plateformes, à l'IA générative. Rentrer vraiment au sein des contenus avec des casques VR, avec des lunettes connectées, tout ce genre de choses, je pense, va vraiment changer le paysage audiovisuel tel qu'on le voit. Alors principalement aux États-Unis et aux plateformes, parce qu'à mon avis en France, quand on voit l'évolution de la télé en 20-30 ans, ça n'a pas véritablement changé. Mais vraiment chez les Américains et côté plateforme, ouais, je pense que on va aller vers ça. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Je pense aussi qu'il va y avoir une certaine tendance à essayer de vraiment remettre au goût du jour les fictions laissant libre cours à l'imaginaire. Ce qui veut dire que là aussi, beaucoup de producteurs indépendants vont pouvoir utiliser des moyens du type le volume qui est utilisé pour les séries Star Wars. Je pense que ça va être beaucoup plus accessible et beaucoup moins cher à produire de manière crédible et réaliste, ce qui va aussi potentiellement libérer la créativité qui peut être fait. Je pense qu'en fait le réchauffement climatique va limiter les possibilités de tournage et les possibilités de tournage au long cours, surtout dans certaines régions. Et puis d'un autre côté, je me dis, en fait, il y a 10 ans, on était en 2015, c'est passé tellement vite, il n'y a pas eu tant de changements que ça, donc ça se trouve, il va rien se passer, quoi. C'est pas top dans 10 ans. Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, franchement, vos idées sont géniales, et merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo, on s'est bien baladé, hein. Mais attendez, c'est pas fini, non, parce que pour fêter les 10 ans du Sérigraphe, il y a plein de trucs qui bougent. D'abord, le site, lesérigraphe.com, a eu droit à un relooking complet, plus joli, plus clair, plus adapté aux mobiles et toujours blindé d'actu, de critiques et de dossiers sur vos séries préférées.
Ensuite, les streams sur Twitch sont de retour. Tous les dimanches vers 20h, on refait le récap de l'actu série de la semaine avec un peu de news, un peu de débat et beaucoup de mauvaise foi, mais toujours dans la bonne humeur. Et si vous ratez le live, eh bien pas de panique, les replays sont disponibles dès le lundi sur Spotify, donc vous pouvez écouter ça dans le métro, au boulot ou en regardant des séries, ce qui serait méta, mais pas très pratique. Je suis aussi très active sur Instagram, Threads et Blue Sky, pas sur X. J'ai quitté la fête et je m'en porte très bien. Tous les jours, j'y partage les actus séries et mes coups de cœur, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez notre serveur Discord. Il est ouvert, bienveillant et rempli de passionnés de séries. Alors venez papoter, faire des recommandations séries, râler gentiment, bref, venez vivre les séries avec nous. Et un grand merci à mes copains de Culture Club Sandwich pour leur participation à cette vidéo. Et merci à vous d'être encore là, malgré 4 ans de silence radio sur cette chaîne. Sérieusement, vous êtes des vrais. Donc abonnez-vous, mettez un pouce, activez la cloche si le cœur vous en dit. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous imaginez pour les séries en 2035. C'était le Sérigraphe et on se retrouve très vite parce qu'on n'a pas fini de parler de télé. Ciao!